Qui sont pour moi les lutteurs les plus sous-cotés? Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne secondaire. Du coup, c'est la deuxième vidéo de la chaîne après la première où j'ai fait mon récap du mois d'avril. Merci beaucoup pour tous les retours, ça m'a fait super plaisir. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que je voulais aborder depuis pas mal de temps. J'en parle beaucoup sur mes réseaux, mais de façon assez vague, assez vaste. Mais il y a un tas de lutteurs sous-cotés à mort que j'aimerais parler. Je vais en prendre 3-4 au Japon et 3-4 aux US, tout continent confondu. Je vais essayer de faire la même chose pour le Japon et les États-Unis. Mais voilà, là, je vais vous sortir quelques noms féminins et masculins de lutteurs que je trouve hyper sous-cotés et que je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Suwama? Eh ben, je sais que beaucoup oui, mais je sais que énormément de monde non. Alors Suwama, qui il est? Ben, c'est un athlète né en 1976 au Japon. Et avant le catch, c'est un athlète de haut niveau, champion du Japon de lutte libre et gréco-romaine en 2002. Il tente même de se qualifier pour les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, mais il échoue et va devenir catcheur pro. Et il va rejoindre la All Japan Pro Wrestling et va totalement devenir le patron l'Ace oublié. Déjà, parlons de son palmarès. Il est 8 fois champion Triple Crown, l'une des ceintures les plus prestigieuses de l'histoire de ce sport. Il est 7 fois champion par équipe All Japan et il fait partie du club des 6 lutteurs à avoir détenu le titre Triple Crown pendant une année entière, voilà, consécutif. Et il fait partie de ce club avec des noms comme Kenta Kobashi, Mitsuharu Misawa, Jumbo Tsuruta, Kento Miyahara et le dernier c'est Toshiaki Kawada et du coup le dernier bah c'est lui. Donc voilà, il fait partie de l'élite de la compagnie mais personne ne parle de lui. Mais alors, pourquoi personne parle de lui? Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça. Déjà, il commence le catch hyper tard, il commence à 28 ans, et le public a déjà un œil biaisé par rapport à ça, et ça va nuire beaucoup à sa réputation sur ses débuts d'année de carrière, pardon. Il commence hyper tard, et on verra un peu plus tard qu'il a atteint son pic hyper tard. Mais voilà, il a souvent été éclipsé parce que vraiment il commence tard. Les gens ils ont un avis assez ils savent pas, hein, ils savent pas comment trop le prendre Suwama. C'est pas ça match pas forcément beaucoup au début avec le public, même si plus tard forcément ça matchera. Mais les débuts d'année avec le public, c'était pas forcément avec qui le public All Japan matchait le mieux. Et la raison, enfin pour moi la raison principale de pourquoi personne ne parle de lui, c'est parce que tout simplement il est l'ace, entre guillemets, la top star d'All Japan dans l'une des périodes les plus compliquées médiatiquement de l'histoire de la compagnie. Donc c'est dans les années fin 2000, fin 2000 et toute la décennie 2010. Où au Japon, bah clairement, c'est clairement pas l'All Japan qui brille le plus. C'est forcément la New Japan, la Noah, etc. Mais l'All Japan médiatiquement, c'est faible. Quand tu penses vraiment aux 4 japonais des années 2010, tu penses vraiment pas à l'All Japan. Donc c'est super ingrat pour quelqu'un qui a vraiment porté la compagnie sur son dos pendant les années les plus compliquées hein, médiatiquement et même pour remplir des salles. L'All Japan, c'était très très compliqué dans les années 2010. Donc voilà, c'est vraiment l'ace oublié, c'est sincèrement, hein, c'est le Hiroshi Tanahashi de l'All Japan, je trouve, c'est juste exceptionnel son travail pour maintenir cette compagnie qui était vraiment dans le mal et surtout qui en fait Suwama, il est sous-coté en termes de vraiment reconnaissance, mais en termes de niveau sur un ring, c'est une machine le mec, il a un art du selling comme j'ai rarement vu pour le coup dans le monde de la lutte. Il a vraiment une psychologie, un storytelling très old school que j'adore regarder personnellement. C'est vraiment un lutteur, c'est aussi un bon vin. Comme dit, il a commencé très tard, mais il a atteint son pic à la quarantaine. Donc, il se bonifie avec le temps. Les perfs dans les années 2020, c'est phénoménal le mec. Ce qui t'envoie, de toute façon, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, que ce soit dans la reconnaissance, que ce soit dans le niveau sur un ring, branchez-vous sur la carrière de Suwama parce que c'est juste pour moi, ouais, c'est un old-timer, c'est un catcheur légendaire qui mérite bien plus de reconnaissance. Surtout quand tu vois certains lutteurs qui ont du gaz, tu comprends pas pourquoi lui n'en a pas. Mais voilà, c'est vraiment un lutteur que c'était pour moi le premier nom. C'était vraiment celui qui me venait en tête, surtout quand je pensais au Japon. C'est vraiment le premier qui me venait en tête. Vraiment, comme dit, il a porté l'All Japan sur ses épaules dans une période de crise pour la compagnie. Et sur le ring, un storytelling inégalé, un selling juste incroyable. Donc voilà, branchez-vous sur Hama. Et de toute façon, je vais vous donner deux petits matchs là sur lesquels vous branchez que j'ai adoré de me faire de Suwama. Donc voilà.
Le premier match, c'est quand il remet son titre Triple Crown en jeu contre Jun Akiyama le 23 octobre 2011. Et là, c'est juste exceptionnel. C'est une construction de match exceptionnelle qui arrive à terme avec un climax et une dernière séquence juste exceptionnelle. Ce headbutt, je m'en souviendrai toute ma vie la première fois que j'ai vu. C'était exceptionnel. Suwama, il est champion depuis plus de 400 jours. C'est son deuxième règne et face à lui, la légende vivante Jun Akiyama. Lui aussi très sous-coté, je vais pas le placer dans la liste aujourd'hui, mais très 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 sous-coté. Branchez-vous. Mais voilà, Jun Akiyama parvient à battre Suwama et devenir triple crown champion, mais le match est juste formidable. Le match, vraiment comme dit, la psychologie, la narration, vraiment toute l'histoire racontée dans le match, c'est phénoménal. Et la perte de Suwama, ce qu'il envoie dans le match, juste exceptionnel. Donc voilà, c'est le premier match que je vous conseille de lui. Allez le voir, il est dispo sur internet, voilà, vous savez comment chercher. Donc voilà, face à Jun Akiyama le 23 octobre 2011 pour le Triple Crown Championship. Et le deuxième match que je vous conseille, c'est le match contre Kento Miyahara en 2020. C'est un choc des générations, c'est phénoménal l'alchimie qu'ils ont dans le ring. Suwama a 43 ans, il remporte ce soir-là son 7ème Triple Crown. Dans un match de plus de 30 minutes, il sort une perf. C'est choquant. C'est choquant quand je vous dis que c'est un bon vin Suwama. Cette perf, c'est vraiment l'illustration de ce que je viens de dire. Vraiment, il est trop fort. Il gagne à la Jumbo Tsuruta à la fin. Il est juste trop fort. Il est juste trop fort. Et c'est vraiment principalement là où la perf, elle est passée. Genre, personne n'en parle de cette perf. Alors que c'est une perf. Des tas de lutteurs rêveraient d'avoir cette perf. Donc voilà. Franchement, il y a aussi le match contre Hiroshi Tanahashi en 2008. Mais ça, c'est plus pour... ça, c'est plus la perf d'Hiroshi Tanahashi que je prends en compte parce que on pense souvent à Hiroshi Tanahashi, hein, le plus grand face de l'histoire, mais je crois que c'est aussi le plus grand heel de l'histoire, Tanahashi. On va peut-être faudra peut-être ouvrir le dossier un jour, mais la perf heel que sort Tanahashi en 2008 face à Suwama, faudra en parler. Mais voilà, les deux matchs de 3, vu que je viens de sortir celui contre Tanahashi, que vous pouvez aller voir aussi, de Suwama, du coup, Suwama, lutteur hyper sous-coté. Dites-moi, ceux qui connaissent Suwama, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi, j'aimerais beaucoup avoir d'avis sur lui, parce que j'en vois pas beaucoup. Donc voilà, Suwama, lutteur hyper sous-coté, branchez-vous sur quelques matchs de sa carrière et branchez-vous sur toute sa carrière si vous avez le temps. Donc voilà. Bon, le deuxième, je vais pas prendre beaucoup plus de temps que Suwama parce que je dirais pas que c'est un tapin, mais beaucoup en sont conscients, mais il reste sous-côté en fait. Ça a rien changé parce que c'est tout simplement Akira Taue. Voilà. Vous connaissez pour la plupart les Four Pillars of Heaven de l'All Japan dans les années 80-90. Misawa, Kobashi, Kawada. Voilà les trois qui sortent en premier. Mais personne ne sort Taue. Enfin s'ils le sortent parce que c'est le 4ème. Mais s'ils pouvaient ne pas le sortir, ils le sortiraient pas. Mais c'est vraiment, en fait, faut comprendre l'influence dans le catch et vraiment dans certains aspects du catch qu'a Akira Taue parce que c'est juste légendaire. C'est l'un des c'est pour moi le lutteur le plus sous-coté de l'histoire du Japon. Voilà, c'est pour moi, c'est comme ça. C'est pour moi le lutteur le plus... Alors qu'il est connu, voyez, un Suwama est pas plus connu qu'un Akira Taue, mais Akira Taue, je vous jure qu'on en fait passer. Je vous jure qu'on en fait passer. Bon, déjà, son palmarès, premier match de sa carrière, il fait équipe avec Giant Baba, donc ça, je crois que c'est le plus grand palmarès d'histoire de la lutte. Il est champion GHC chez Noah, il est champion Triple Crown chez All Japan, même si All Japan, le titre Triple Crown, il ne doit pas le toucher parce qu'il y a eu un délire avec Kawada backstage. Bref, c'est un gros bordel. 6 fois champion tag avec Holy Demon Army Kawada. Bref, un palmarès, certes, c'est pas un palmarès de Misawa, Kobashi, mais le nombre de lutteurs qui arriveront jamais à avoir, ou qui sont jamais arrivés à avoir un palmarès comme ça, voilà, ça se compte sur les doigts d'une main des lutteurs qui ont un palmarès comme ça. Donc voilà, déjà rien que dans le palmarès, c'est hyper solide Akira Taue, et il passe toujours sous la trappe quoi. Bref, j'ai aussi oublié, il prend le champion carnival en 96 du coup, et en fait pourquoi il est sous-coté, c'est principalement pour les raisons que je vous ai déjà évoquées avant. Il est en fait, il est vraiment dans l'époque de Kobashi, Misawa, Kawada qui sont beaucoup plus connus que lui. C'est hyper ingrat. Je pense que c'est beaucoup trop ingrat. Et il a surtout un style de catch que les gens ne comprenaient pas au Japon à l'époque. C'était un peu un style de catch qu'on retrouvait chez les heels de la NWA à l'époque. Il a aussi beaucoup influencé ce style, hein, attention Taue, mais là où il y avait une ère de vraiment strong style, le mec se faisait carrément siffler des fois. Les gens ne comprenaient pas alors que c'est un génie du selling et de comment vraiment construire un match, comment vendre les coups, comment vraiment structurer un match. Akira Taue, c'est vraiment un génie des rings.
Là où du coup, comme dit, c'était beaucoup plus de strong style, lui c'était vraiment du old school. Vous connaissez, enfin, quand je parle de old school, ça va être plus vraiment briser les rythmes, vraiment s'attaquer à une partie et travailler beaucoup dessus. Ça va créer de l'incertitude vraiment dans tout ça. C'était un génie Akira Taue. Et j'ai vraiment, moi c'est ma perception des choses parce que j'ai l'impression que le public ne comprenait rien au catch d'Akira Taue. Et c'est pour ça que par rapport aux autres Pillars qui ont des matchs de 30-40 minutes, Akira Taue, lui, il peut te sortir un classique en 20 minutes. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionnait, mais ça veut pas dire que vu que c'était pas du strong style, le mec poussait pas ses adversaires aux limites. Parce que Misawa, il lui en a bien fait baver Akira Taue et vraiment son style de lutte, et moi j'adore. Moi j'adore Akira Taue, j'adore le voir catcher et c'est un génie incompris au Japon à l'époque. Donc voilà, c'est pour moi le lutteur le plus sous-coté de l'histoire du Japon. Branchez-vous, il y a forcément son match en finale du champion Carnival 95 face à Misawa. Il y a son tag avec Kawada contre Kobashi et Misawa. Il est MVP du tag. Donc voilà, branchez-vous sur ces matchs, branchez-vous sur Akira Taue parce que on en a marre d'entendre que de parler de Kawada, Misawa, Kobashi, parler de Taue aussi. Tamon Honda sera mon dernier choix pour les lutteurs sous-cotés au Japon. Lui, gros passif de lutte amateur, puisqu'en 83, il prend les JO, alors qu'il commence la lutte amateur en 83. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, c'est exceptionnel, sauf qu'il commence à l'All Japan Pro Wrestling après la trentaine. Donc voilà, encore, c'est un peu dans la même idée que Sorama, il commence tard et surtout dans l'All Japan des années 90, une promotion très très bien structurée. Il y a forcément les Four Pillars qui dominent la hiérarchie. Donc forcément, lui, il arrive après la trentaine, sans crédibilité trop dans le catch, puisqu'on verra que son passif en JO et en lutte amateur ne vont lui servir à rien, parce que les bookers, je crois qu'ils en avaient rien à foutre. Donc, il commence vraiment hyper mal dans la hiérarchie et dans tout ce qui est l'aspect crédibilité. Comme dit, son passé de lutte amateur, en fait, ça va jamais lui servir. Les bookers vont jamais utiliser ça comme un arc narratif ou même un push. Voilà, il va être cantonné à un rôle vraiment enfin, c'est pas une star, il sera jamais push. Il sera toujours là, sortira des bonnes perfs, mais ça sera jamais vraiment push, pardon. Donc voilà, ça c'est un aspect assez dommage que je trouve vraiment dommage de ne pas utiliser le passif d'un lutteur en lutte, comme par exemple ce qu'a pu faire la WWE avec Kurt Angle, hein, par exemple, juste ça. Bah non, ça lui a pas été bénéfique. Personne, enfin, aucun booker ne va l'utiliser quoi. Il est aussi né d'une famille de grands sportifs, il me semble, enfin non, c'est pas il me semble, c'est le cousin de Keisuke Honda, donc le joueur de foot professionnel. Son père a représenté le Japon au JO de 64 en canoë. Donc voilà, une grande lignée de sportifs, et lui, alors lui, le lutteur que c'est. Lui, le lutteur que c'est, je vais vous parler un peu plus en détail de son style après, mais ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est dans les matchs tag, dans les matchs peu importants, il se montre pas trop. Lui, il lock-in que quand c'est pour les titres, que lors des grands rendez-vous. Les matchs tag, là, les matchs qui comptent pas trop, il va pas trop bouger, il va pas trop se montrer, il va pas trop se montrer, Honda. Donc c'est un peu ce que lui reprochent les gens, et ça, honnêtement, je peux l'entendre. Pour le coup, ça, je peux comprendre. Lui, son passif de lutteur, du coup, l'aide beaucoup parce que vraiment, lui, c'est le catch au sol. Lui, c'est le catch au sol. Son finisher, c'est littéralement une German suplex en deadlift. Ça veut dire que il soulève son adversaire depuis le sol et il lui envoie une German suplex. Faut savoir qu'il l'a fait sur Kobashi qui pesait 130 kilos, donc c'est quand même pas rien. Lui, il va pas chercher à frapper plus fort. Vraiment, lui, ça va vraiment être amener l'adversaire au sol, contrôler, maîtriser et épuiser totalement l'adversaire. Mais alors, ses transitions, son catch au sol, tout ce qui va être amener l'adversaire au sol, les takedowns et tout, les transitions super fluides, c'est trop fort. C'est un style de catch qui me parle énormément. Je peux comprendre que ça parle pas à tout le monde, mais vraiment, il est trop fort. Vraiment, il est juste trop fort. Et moi, je le trouve dans un ring extrêmement sous-coté. Et voilà, moi, c'est un lutteur que j'adore. Je peux comprendre que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Là, c'est vraiment ultra personnel. C'est un lutteur que j'adore regarder et je vais vous conseiller un match de lui juste après. Mais le match, pareil, un match sous-coté de ouf. Et le match que je vais vous conseiller, c'est le match contre Kobashi en 2003. C'est la première défense de l'un des plus grands règnes de l'histoire de ce sport, le règne GHC.
heavyweight entre 2003 et 2005 de Kenta Kobashi, et il affronte son ami parce qu'ils sont potes dans la vraie vie, il me semble, contre Honda du coup, et la performance d'Underdog d'Honda, parce que certes on sait tous qu'il va pas le faire, on sait tous qu'il va pas gagner, mais alors quand il commence à amener Kobashi au sol, tu commences à dire putain mais il va le faire, vraiment il te ramène ce côté d'incertitude pareil où tu dis mais il va le faire là. Mais non, Kobashi le fait à la fin dans un super match que je trouve hyper sous-coté. Donc voilà, Honda sera mon dernier pick pour les lutteurs masculins du côté du Japon. Donc voilà, c'est un lutteur que j'adore regarder ses matchs. Donc voilà. Et le prochain lutteur que j'aimerais vous parler, c'est Larry Zbyszko. Alors Larry Zbyszko, vous allez me dire, mais c'est quoi ce blaze? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Mais on parle peut-être d'un des lutteurs les plus sous-cotés totalement. En fait, le mec a 43 ans de carrière. Il est champion tag WWF, donc l'ancêtre de la WWE. Il est 2 fois champion du monde à la AWA. Il est champion national à la NWA. Il est champion télé à la WCW. Bref, le mec a catché vraiment sur plusieurs décennies, sur 4 décennies. En fait, le mec, vraiment, il est extraordinaire. Et vraiment, ce mec, en fait, il a tout. Il a tout dans le personnage. C'est un heal. Son run heal quand il turn sur son mentor Bruno Sammartino. Les gars, je vous jure que c'est l'un des meilleurs heal turns de tous les temps. Le mec lui envoie une chaise en bois dans la gueule en plein match et s'en découle la feud de l'année 1980. Et c'est le pinacle dans le main event du Shea Stadium devant plus de 35 000 personnes. C'est exceptionnel. Le Steel Cage, il est trop bien. La feud, elle est exceptionnelle. Et vraiment, là, en fait, Larry, c'est un heal de malade mental. La hit qu'il a, le mec, il s'est déjà fait agresser par des fans. Le mec, il avait une hit à chaque fois au micro. C'est un bête de worker au micro. Même dans le ring, moi, j'adore son style de lutte. Il est extrêmement bien technique, un mat wrestling incroyable. Il y a aussi une bonne partie de stalling. Donc c'est le stalling, c'est le fait d'éviter le combat, fuir des trucs comme ça. Carrément à la WR en 89 lors d'une battle royale, il va atteindre le dernier, enfin la finale quoi, le top 2 en fuyant le combat, en allant à l'extérieur, bref, du stalling à l'état pur, mais lui il l'utilise comme psychologie, c'est là que ça fait toute la différence, et vraiment c'est un lutteur de dingue. En fait, pour vous rendre compte de la longévité du type, le mec a affronté Bruno Sammartino et Edge Styles. C'est vraiment une dinguerie la longévité du mec. Vraiment, allez voir le match contre Sammartino en cage, allez voir le match contre William Regal pour le titre télé à l'époque à la WCW, allez voir le match contre Bob Backlund en 80 aussi. Bref, le mec a un catalogue hyper fourni en même temps en 40 ans de carrière. Si t'as pas un bon catalogue, c'est compliqué. Mais bon, lui, il est vraiment extrêmement sous-coté dans le style, vraiment dans le côté heel incroyable. La feud avec Sammartino est exceptionnelle. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir quelques matchs du type. Moi, j'aime trop le catch old school, donc forcément, ça me parle plus. Mais voilà, le mec est juste immense. Franchement, le mec est juste immense. Et le prochain et dernier nom masculin dont j'aimerais vous parler, c'est Nick Bockwinkel. Alors lui, on peut pas faire plus en avance sur son temps que ce mec. Il est trop fort. C'est un heal hors pair. C'est pour moi l'un des top 3 des plus grands heals de l'histoire aux US. Le mec est juste énorme. Il est managé par Bobby Heenan et c'est une machine à hit ensemble, tellement une machine à hit qu'en 1975 à Chicago, lors d'un house show, un match entre Bockwinkel et Vern Gain, Bobby Heenan intervient et ça rend tellement fou, là c'est une vraie histoire, là ça rend tellement fou un fan que le mec sort un flingue et commence à tirer sur des bouts, il y a des blessés dans la salle. Est-ce qu'on se rend compte les mecs sont tellement détestables que des mecs sortent des armes à feu dans le public. Bref, c'est pas que ça, le mec, comme dit, est en avance. Il a notamment grave influencé Chris Jericho. Chris Jericho, après le décès de Bockwinkel en 2015, il a fait grave des éloges sur lui. Et même, on voit on voit quand tu regardes Jericho et que tu as commencé à regarder un peu Nick Bockwinkel, tu remarques que Jericho est influencé par lui. Mais vraiment, le Nick se balade, enfin le mec tellement
Le mec se balade avec un dictionnaire à chaque fois pour vraiment taffer ses promos et tout, pour les rendre plus intelligentes. Vraiment, le mec est trop en avance sur tout. Le mec est exceptionnel. Et là, c'est que l'aspect promo, l'aspect influence, l'aspect côté vraiment heal. Je peux pas encore parler de son palmarès, ni de son style, ni ses matchs. Le mec est trop all-time. Alors le mec est champion 4 fois AWA, mais il tient le titre pendant 3000 jours sur les 4 règnes. Donc il a totalement rendu fou les fans. Il est champion tag, il est champion à la NWA. Le mec a un palmarès de malade mental. Et vraiment, vraiment ce mec, qu'est-ce que j'adore catcher. Parce que les matchs que je vais vous conseiller, vous allez voir que le mec a plus de 50 ans, il sortait des top perfs. Et il mettait over des mecs, mais il lançait des carrières à 50 ans, je sais pas si on se rend compte. Vraiment techniquement trop fort. Forcément, il est formé par son père et Lutez. Lutez, référence du catch technique américain. Une vraie psychologie, vraiment des bons matchs longs remplis de suspense et de maîtrise technique. C'est trop fort à chaque fois. Le mec, c'est tout ce que j'aime dans le catch old school, honnêtement. Moi, je suis hyper friand de ça, j'adore. Et Bockwinkel, dès que j'ai vu ce mec, ça a matché avec moi. Et je le trouve hyper sous-coté sur tous les aspects de la lutte. Donc branchez-vous Nick Bockwinkel. De toute façon, là, je vais vous citer quelques matchs à guetter. Vraiment, allez voir tout ça. Il y a forcément ce match d'une heure contre Kurt Hennig. De toute façon, cette feud et la série de matchs, elle est exceptionnelle. Mais le match de 60 minutes qui finit avec les deux mecs en sang dans un Fire 4. Bockwinkel qui cible la jambe, Hennig qui cible son épaule. C'est trop bien travaillé. ESPN avait carrément diffusé ce match le jour de l'an, il me semble. Bref, le match est incroyable. À 50, je crois qu'il avait 51 ans à l'époque. Le mec, il te sort la performance d'une vie. Il met trop over Kurt Hennig. Franchement, le match, j'ai rien à dire. Allez voir parce que c'est juste générationnel. C'est tellement agréable à suivre. Le match est juste fou. Le match contre Hogan en 83, vraiment, allez voir ce match. C'est pas le meilleur techniquement, mais ce qui se passe dans le finish, la foule qui explose, le retournement de situation, Hogan qui croit avoir gagné, finalement non. Eh les gars, allez voir ce match. Allez voir ce match. Parce que la foule au moment de la décision finale, j'ai jamais vu ça. C'est exceptionnel, c'est pas le meilleur techniquement, mais faut le voir ce match. Faut le voir, c'est vraiment considéré comme un gros classique vraiment pour l'époque, c'est exceptionnel et vraiment vraiment j'ai le son du public en tête, c'est fabuleux. Et le dernier match, c'est le Bockwinkel contre Jumbo Tsuruta en février 84 pour le titre NWA International et le titre mondial AWA. En fait, là, ça représente tout l'art de Bockwinkel. Mon Dieu, comment il met en avant Tsuruta sur le match. La construction du match est incroyable. Tsuruta de plus en plus frustré. Vraiment, il commence à devenir beaucoup plus vicieux pendant le match dans son catch. C'est exceptionnel, c'est trop fort. C'est vrai, Bockwinkel est juste un génie. Je vous jure, c'est juste une science du catch, un génie du catch. Et vraiment, en plus là, il est en territoire un peu ennemi. Il va au Japon. Franchement, c'est trop fort. C'est exceptionnel. Branchez-vous sur Nick Bockwinkel. C'est un lutteur que moi j'adore et j'adore regarder du catch old school. Et vraiment, lui, c'est celui qui m'a vraiment bien tapé dans l'œil. Donc branchez-vous. Et la première lutteuse que j'aimerais vous parler, c'est Kaoru. Alors Kaoru, c'est une lutteuse extrêmement polyvalente. C'est la Terry Funk un peu du Japon. Chez les femmes, elle est capable, vraiment, c'est une lutteuse hyper sous-cotée dans son style. Elle était luchador au Mexique. Après, elle était mid-cardeuse à la JW. Après, elle était à la OZ Academy. Elle est passée chez Sendai en fin de carrière. Elle a vraiment une carrière hyper remplie. Elle a un palmarès vraiment incroyable pour le coup. Elle est championne tag JWP, championne tag AJW, championne tag Sendai, elle est championne OZ Academy. Bref, elle a un palmarès de dingue. C'est la Terry Funk du Japon. C'est la Terry Funk du Japon. Elle est capable de se réinventer en permanence. C'est du jamais vu. Passant d'un style premièrement plus acrobatique, que ce soit chez AJW ou au Mexique. Et après, quand elle rejoint, je dirais, Dead or Alive, en 99-2000, là, elle adopte un style plus hardcore, mais c'est toujours trop fort. C'est toujours trop fort. Et ce qu'elle va faire à Gaea, en fait, c'est juste, aux côtés de Meiko Satomura et d'autres chuteuses, c'est juste le pic de la promotion.
Elle fonde Diffix avec Ozaki, pareil, début de 2000, il me semble, le clan il commence, ou 2001, je sais plus trop. C'est dans ces eaux-là, de toute façon, et elle déclenche totalement une guerre contre Aja Kong et Meiko Satomura. Le meilleur programme, enfin l'un des meilleurs programmes de l'histoire de la Gaia, tout simplement. Et forcément, le match que je vous conseille, c'est le match contre Aja Kong en février 2000. C'est exceptionnel. C'est juste du David contre Goliath comme on n'en fait plus. Vraiment, il y a cette poignée de main qu'Aja Kong refuse, enfin accepte à contre-cœur. Et là, là vraiment, ce qui va se passer en fait, c'est juste exceptionnel. K.O. elle va envoyer des topés, franchement le match c'est juste du n'importe quoi. Il y a aussi ces matchs contre Lionel Asuka, je pense au Anything Goes, je pense au match de 2000. Bref, elle a un catalogue de matchs juste exceptionnel. Vraiment dans le style, capable de se réinventer partout, vraiment. Elle est trop forte, elle est trop forte, le palmarès, c'est vraiment une lutteuse de l'ombre. Donc voilà, branchez-vous sur sa carrière parce que c'est juste exceptionnel. Et la deuxième lutteuse dont j'aimerais vous parler, c'est Gail Kim. Gail Kim, née à Toronto d'origine coréenne, elle a catché partout. Elle a catché au Mexique, en Corée, au Japon, aux States. Bref, pour moi, c'est vraiment l'une des lutteuses, pareil, les plus sous-cotées de l'histoire. Elle a un palmarès de malade mental. Première lutteuse à remporter son titre chez WWE lors de son premier match. Voilà, il y a la Battle Royale à Raw en 2003. Elle devient championne, elle est 7 fois championne knockout, c'est un record. Première lutteuse à être intégrée pardon, au Hall of Fame en 2016. Je crois que c'était à Bound for Glory qu'elle a introduit. C'est trop fort. En avance sur son temps, vraiment en avance sur son temps, une storytelleuse, du selling, vraiment un style de catch avec de vraies frappes, de vrais coups. Vraiment, elle était vraiment en avance. À la télé nationale, elle envoyait de vrais bangers. Il y a sa feud forcément face à Awesome Kong. Quand on parle de division féminine, on parle des Four Horsewomen forcément. Mais pour moi, il y a ce que fait Gail Kim, Awesome Kong chez TNA à l'époque d'Impact. Parce que c'est juste trop fort ce qu'elles arrivent à envoyer à la télé, en pay-per-view. Franchement, c'est lunaire ce qu'elles envoient. Forte, que ce soit en heal, en face, petite préférence pour moi en heal, mais forcément il y a cette feud contre Awesome Kong qui commence à Turning Point en 2007, et la feud ce sera vraiment Gail Kim en underdog pardon, babyface émouvant, comme on n'en fait plus. C'est vraiment la feud, j'ai adoré la rattraper, j'ai encore pas mal de choses à rattraper de la TNA, mais ça c'est vraiment un programme où je voulais me brancher, et Gail Kim, qu'est-ce qu'elle est forte dans un ring. Elle est aussi, c'est un aspect très sous-coté, la manière dont elle arrive à mettre over des gens, vraiment Taryn Terrell, Tessa Blanchard. Ça, c'est des gens qui ont été pour moi lancés par Gail Kim. Vraiment les last knockout standing, les ladders à l'époque et tout. Bref, c'était trop fort. Et surtout qu'elle a un super impact dans les coulisses parce qu'elle était productrice d'Impact jusqu'en 2015. Et elle a lancé aussi d'autres noms par la suite. Les Jordyn Grace, les Masha, les Mia Yim, les Purazzo, bah pour moi ça c'est Gail Kim aussi en coulisses, parce que elle est trop forte. Je vous jure, elle a un impact dans les coulisses et sur le ring indéniable, et je comprends pas pourquoi en fait elle n'a pas autant de reconnaissance. Pour moi elle doit avoir autant de reconnaissance que les Four Horsewomen d'NXT, etc. Pour moi c'est vraiment aussi comme dit avant, quand on parle de révolution féminine, bah ça passe aussi par ce qu'on fait Gail Kim, Awesome Kong et tout ce qui se passait à la TNA aussi. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi sur le ring elle n'est pas reconnue pour être une top lutteuse, et aussi en tant qu'impact sur vraiment le catch féminin aux US. Et voilà, dans tout ce qui est impact hors et sur le ring, Gail Kim, elle est juste trop forte. Et la troisième lutteuse dont j'aimerais vous parler, c'est Dump Matsumoto. Alors elle, ce qui est trop marrant en plus, c'est qu'elle se fait recaler 2 fois de la JW en 76 et 78. Elle passe la troisième tentative en 79. Ça déjà c'est trop marrant parce qu'en fait quand on voit la top lutteuse que c'est, tu te demandes comment c'est possible. En janvier 84, elle adopte la gimmick de Dump. Du coup voilà, un kendo stick, une veste en cuir noir. Un maquillage inspiré du groupe, du clan Kiss et du kabuki japonais. Donc déjà, ce personnage, c'est l'un des plus grands personnages de l'histoire de la lutte, tout confondu, hommes et femmes. Alors pour le coup, elle a pas le plus long des palmarès, elle a juste 2 titres tag AJW, un titre, le titre mondial AJW.
Elle a aussi le tournoi AJW avec Nakano, j'ai oublié le nom du tournoi, avec Bull Nakano. Je sais plus trop en quelle année c'était, je crois que c'était en 85, quelque chose comme ça. Bref, un palmarès très court, mais quand même, c'est pas rien. Parce que, en fait, le palmarès, elle, ça sera aussi dans les feuds. Ce sera aussi, en fait, pour moi, le palmarès, c'est aussi dans tout ce qu'elle va apporter à la lutte, dans toutes ses feuds, dans tous ses top matchs. Donc voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, pardon, là on va prendre tout ce qui est ratings TV sur Fuji TV. Les matchs entre Bull Nakano et Dump Matsumoto contre Crush Girls à l'époque, donc Asuka et Nagayo. Ça avait un score de 12 sur Fuji TV, soit 12% des téléspectateurs en simultané, soit 14 millions de personnes. Il me semble que les Nitro et les Monday Nitro, à l'époque, ça a jamais dépassé 8 ou 9. Donc voilà, juste pour vous, juste un ordre d'idée du nom que c'était Dump Matsumoto à l'époque. Bien sûr, c'était pas le seul gros nom, mais vraiment l'héritage qu'elle a laissé, de toute façon on va le voir après, l'héritage qu'elle a laissé, c'est juste exceptionnel. Son histoire et sa gimmick a été adaptée en série Queens of Villains, disponible sur Netflix, qui est sorti en 2023. Je ne toujours pas regarder la série, hein, comme un bon gros con. Mais ça montre aussi l'héritage et l'impact culturel qu'elle a laissé Dump Matsumoto. Là, j'ai rien dit, hein, j'ai même pas parlé de son style de catch, ses feuds, j'ai rien dit. On peut déjà comprendre la greatness de la lutteuse. Une vraie brawleuse et un catch hardcore de fou, des kendo sticks, des fourchettes, des chaînes, bref, elle est trop forte, c'est une pionnière de plein de trucs, déjà du catch hardcore un peu, et même, c'est Dave qui avait dit ça. Dave, il avait dit qu'elle était pionnière des Road Warriors dans la gimmick, des maquillages, des face paint et tout. Donc voilà, elle a vraiment un héritage indéniable, vraiment une legacy, un héritage, un impact, vraiment ça c'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel ce qu'elle arrive à faire et la trace qu'elle a réussi à laisser sur le monde du catch. Les matchs à regarder, c'est les R contre Nagayo. Dump Matsumoto est pour moi l'une des plus grandes heals de tous les temps. Les R contre R. Allez voir, juste allez voir, c'est pionnier, c'est des matchs les plus importants de l'histoire du catch, hommes-femmes confondus, je vous jure, on réalise pas l'impact que ces matchs ont eu, c'est juste formidable. Le premier R contre Nagayo, il y a des fans en larmes dans le public, la brutalité de Matsumoto, c'est juste du jamais vu. La revanche après, je crois que c'est un an après, c'est encore, enfin c'est pas mieux. Je préfère le premier R contre R, mais je vous jure, Dump Matsumoto, allez voir, faut voir pour comprendre. Vraiment, de toute façon, je vous ai expliqué l'héritage, le style, les feuds avec Crush Girls aussi. Elle a jamais été la top star parce que c'était vraiment Nakano. Après, c'était Aja Kong. Donc, ça a vraiment jamais été la top star. Mais c'est une matrice généalogique entre deux ères les plus importantes du catch tout court à la JW. Donc, franchement, branchez-vous sur Dump Matsumoto et ne dormez pas sur elle parce que c'est juste l'une des plus grandes de tous les temps. Et l'avant-dernière lutteuse, c'est Azumi Yuga. Alors, Azumi Yuga, c'est une lutteuse qui a à peu près 15 ans de carrière. Je crois qu'elle fait 95-2009, quelque chose comme ça. Je sais qu'elle fait en 2009, par contre, le début de carrière, je ne sais plus. Championne JWP 4 fois, un record. Championne tag JWP 5 fois, co-record. Championne Pacifique du côté d'AJW, championne junior du côté de JWP. Elle est introduite au Hall of Fame de Neo en 2009 pour tous les accomplissements de sa carrière. Un palmarès de dingue, et j'en oublie encore forcément, il me semble, mais un palmarès de dingue, l'Ace de JWP est l'une des meilleures lutteuses Joshi de sa génération. Alors, pourquoi elle est sous-cotée? Parce qu'en fait, déjà, c'est un peu compliqué de trouver ces matchs, mais avec des recherches, tu les trouves. Et en fait, parce qu'elle est l'ace de la promotion la plus sous-cotée de l'histoire, JWP, qui était éclipsée à l'époque par AJW et après post-AJW, le Joshi dans les années 2000, c'est compliqué, mais c'est l'une des meilleures workeuses de l'histoire du catch. Il y a une régularité chez Azumi, elle est trop régulière, elle est trop forte. Une technicienne hors pair, mais aussi une très grande high flyeuse. Pour le coup, elle était juste trop forte. La vitesse à laquelle elle allait au sol, mais une force de la nature aussi. C'est super choquant.
Le match que je vais vous conseiller, c'est Fukuoka contre Yuga en 99. Énorme passage de flambeau entre du coup Yuga qui passe le flambeau à Fukuoka. C'est trop fort. Le match est trop fort. Vrai match, hyper sous-coté, mais un passage de flambeau exceptionnel. Yuga contre Tamura, le meilleur match Joshi du milieu, entre le milieu et fin d'année 2000. 60 minutes d'un rythme, c'est du jamais vu. Au bout de 30 minutes, tu penses que ça va bientôt être fini, ils vont bientôt conclure, mais ils enchaînent avec 30 minutes de plus. C'est un match pour 3 titres, le titre JWP, le titre NWA et le titre Neo. Donc voilà, allez voir ce match, c'est exceptionnel, c'est juste exceptionnel. Et la dernière lutteuse dont j'aimerais vous parler, c'est Tomoka Inaba, née en 2002, pratique le karaté depuis ses 3 ans, formée à la compagnie Just Tap Out par Takami Shinoku. Top lutteuse, de toute façon je vais vous expliquer pourquoi. Je crois que c'est la seule lutteuse, pas old school dont je parle. C'est une lutteuse, ben là elle a 23 ans, elle va sur ses 24 cette année et c'est vraiment une lutteuse, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez, mais je vais vous expliquer tout ça en détail. Championne Queen of GTO 4 fois, dont un règne de plus de 380 jours, un record. Championne GTO par équipe 2 fois. Championne CMD Junior une fois. 129e au PWI l'année dernière. Donc voilà, un vrai palmarès, une vraie reconnaissance. Elle a que 23 ans. Elle a que 23 ans, mais elle est trop forte. Un style très hybride, adepte du grappling, des kicks de malade. Elle est dans le clan de Shuri du côté de Stardom, God's Eye. Elle a des similitudes dans le style avec Shuri, hein, vraiment des kicks, mais franchement, c'est effrayant, hein, les kicks qu'elle peut t'envoyer, aussi bien quand elle catch chez Glit, aussi forte en shoot style que dans d'autres styles. Elle est vraiment hyper complète. Et vraiment, bah en fait, c'est la lutteuse parfaite, Inaba. Vraiment, c'est la lutteuse parfaite, mais personne n'en parle parce que quand elle vient chez Stardom, elle n'est pas dans les premiers plans. Et quand elle catch chez JTO, bah personne regarde parce que JTO, personne regarde quoi, ça a pas de buzz. Elle a une sœur cadette, Azusa Inaba, vraiment née en 2005, formée comme Tomoka pour le coup. Elles sont affrontées un nombre incalculable de fois, je crois plus de 80 fois. Et en juillet 2025, Azusa bat Tomoka pour devenir Queen of GTO Champion. Donc un passage de flambeau entre sœurs. C'était magnifique, le match était trop bien. Donc voilà, elle est trop forte. Tomoka Inaba, je la trouve meilleure que sa sœur, même si c'est con de comparer. Mais c'est une lutteuse, c'est vraiment une lutteuse parfaite. Un autre match que je vous conseille, c'est Arisa Nakajima et Misakagura contre Inaba et Yanagawa en mai 2024. L'un des meilleurs matchs Joshi de l'année 2024, mais personne n'en parle. Mais le match est intense, il est violent, des kicks, ça se craque les mâchoires, il y a des headbutts, bref, c'est un match de malade mental, juste allez voir. Et vraiment, franchement, branchez-vous sur Tomoka Inaba. Il y a aussi ce match forcément contre Starlight Kid lors du règne Wonder de cette dernière, qui est juste phénoménal. Vraiment, branchez-vous sur Tomoka Inaba, guettez le plus que vous pouvez parce que je vous jure que c'est l'une des meilleures lutteuses au monde depuis quelques temps, mais personne n'en parle. C'est la lutteuse parfaite. Et vraiment, c'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. Branchez-vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez des 10 noms que je viens de citer. Et dites-moi vous les lutteurs et lutteuses que vous trouvez très sous-cotés. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne principale, secondaire et à tous mes réseaux. Et nous, on se capte à une prochaine.